Bonjour, je vous présente cet ouvrage. Aristote, Organon 5, les topiques. Ici, le nécessaire fait place au probable et la science à l'opinion. La discussion ne tend pas à chercher et à découvrir la vérité elle-même, mais seulement à réduire loyalement un adversaire à l'impuissance et à l'aveu. Œuvre de jeunesse, inexpérience de l'auteur. L'authenticité de l'ensemble du traité est certaine. Méthode pour argumenter sur tout problème proposé et de rien dire qui nous soit contraire. Et dialectique, le syllogisme qui conclut de prémices probables. Sont vraies et premières les choses qui tirent leur certitude non pas d'autre chose, mais d'elles-mêmes. Chacun des principes doit être par soi-même certain, sont probables les opinions qui sont reçues par tous les hommes. Ce traité est utile comme exercice dans les rencontres journalières et pour les sciences philosophiques. Les opinions probables, office propre et approprié de la dialectique, toute proposition, comme tout problème, exprime soit le propre, soit le genre, soit l'accident. Au propre, on aura la définition, quidité. La différence entre le problème et la proposition tient surtout à la tournure de la phrase. La définition est un discours qui exprime la quidité de la chose. Toutes les notions pourraient, en un certain sens, être de la nature de la définition. Identique et de préférence usité au sens courant d'identité numérique. Tout prédicat d'un sujet est nécessairement soit réciprocable, soit non réciprocable avec la chose. Pour chacune des notions, on affirme soit la chose elle-même, soit son genre, c'est l'essence qu'on exprime. La proposition dialectique est une interrogation probable. Sont aussi des propositions dialectiques ce qui est semblable aux opinions probables. Un problème dialectique est un objet de recherche qui tend soit à choisir et à éviter, soit à acquérir la vérité et la connaissance. Une thèse est un jugement contraire à l'opinion courante. Opinion de philosophes notables et non professée par le premier venu, sottise. Il ne faut pas examiner toute thèse ni tout problème. La discussion ne doit porter ni sur les choses dont la démonstration est toute proche, ni sur celles trop éloignées. L'induction est le passage des cas particuliers à l'universel. D'une façon générale, c'est l'homme qui sait qui en chaque cas est le meilleur. L'induction est convaincant, connue par la sensation et accessible au vulgaire. Le raisonnement a plus de force et sera plus efficace pour répondre aux contradicteurs. 4 instruments pour les raisonnements: l'acquisition des propositions, le pouvoir de distinguer en combien de sens, une expression particulière et prise, la découverte des différences et l'examen de l'identité. En philosophie, il faut traiter les choses selon la vérité, mais en dialectique, il suffit de s'attacher à l'opinion. On doit regarder aux inflexions des mots, considérer les genres de catégories. Le bien dans les aliments est agent du plaisir, en médecine de la santé, à l'âme une qualité comme tempérant, courageux ou juste. Il est utile de porter son attention sur la définition du terme composé. Il faut examiner toutes les définitions, comparer les termes entre eux selon les degrés. Les synonymes sont comparables au même degré. Recherche des différences. Rechercher par exemple en quoi la justice diffère du courage. La découverte des différences sert pour les raisonnements ainsi que pour la connaissance de l'essence de chaque chose. L'étude de la ressemblance est utile pour les arguments inductifs et les raisonnements hypothétiques. Les problèmes sont soit universels, soit particuliers. L'erreur peut provenir soit parce que nous nous trompons, soit on détourne un terme de son acceptation reçue. Il est clair que l'homme vertueux n'est pas envieux, car il serait méchant. L'envieux étant celui qui s'attriste du succès des bons. L'homme porté à indignation est celui qui s'attriste du succès des méchants. Pour prouver une attribution universelle, un seul cas ne suffit pas, le lien. Exemple de l'homme possédant une amie mortelle. Il faut faire attention au temps. Un seul attribut contraire, l'homme appartient nécessairement à la maladie ou à la santé.
Il faut prendre les contraires en vue de l'utilité qu'il peut présenter à la fois pour réfuter et pour établir une thèse. Quand il s'agit de réfuter une thèse, c'est le lieu dont il faut se servir. Il faut examiner si le contraire de l'un est le conséquent du contraire de l'autre. Lien utile pour réfuter ou établir une thèse. Courage et lâcheté, vertu et vice. Un est désirable, l'autre à éviter. Étudier la possession et la privation. Considérer le sujet et son contraire. Le bien n'est pas nécessairement agréable. On peut attirer une argumentation de l'addition si une chose ajoutée à une autre fait cette dernière bonne. Ce qui est désirable pour soi est plus désirable que ce qui est désirable pour autre chose. La santé est plus désirable que la gymnastique. La vertu est préférable à la chance, car ce qui est par soi cause du bien est préférable à ce qui est cause par accident. Ce qui est bon absolument est préférable à ce qui est bon seulement pour une personne déterminée. La santé est meilleure que la force ou la beauté, et meilleur ce qui réside dans des choses meilleures. Le possible est préférable à l'impossible. Entre deux agents de production est préférable celle dont la fin est meilleure, et préférable ce qui est en soi plus beau, plus estimable et plus louable. En cas d'égalité, c'est leur conséquence suivie d'un plus grand bien. S'ils sont mauvais, c'est le moindre mal. Les mêmes choses sont préférables sans douleur qu'avec douleur, et plus désirable ce qui est plus utile. Le bien le plus brillant est préférable à celui qui l'est moins, ou ce qui est plus libre de toute accointance avec le mal. Désirer, cela n'entraîne aucune difficulté. Bien vivre est meilleur que vivre. Le superflu est meilleur que le nécessaire. Il faut juger les choses d'après leurs inflexions, leurs usages et leurs actions. Préférer le plus grand bien. Préférer une chose désirable pour elle-même et non par vanité. La santé par rapport à la beauté. On peut montrer que la chose est à éviter ou à désirer. On peut tirer argument des degrés, rendre universel le problème posé en particulier. Quand le problème est indéterminé, il faut prouver universellement. Il faut que le genre tombe sous la même division que l'espèce. Il faut voir si l'espèce assignée à une certaine chose est vraie, voir si l'adversaire a posé la différence dans le genre. L'impair pour le nombre. Tout genre contient plusieurs espèces. Parfois, on ne s'aperçoit pas qu'on a posé le tout dans la partie. On doit tirer argument du plus et du moins. Quand on réfute une thèse, on doit voir si le genre admet le plus, tandis que l'espèce ne l'admet pas. Le propre en soi, c'est celui qui est donné d'une chose par comparaison avec toutes les autres choses et qui la sépare de tout le reste. Voir si le propre a été ou non rendu correctement. Pour établir la thèse, il faut voir si c'est par des termes plus connus que le propre est posé. Pour la réfutation, il faut voir si un des termes employés dans le propre est pris en plusieurs acceptions. Voir si le sujet dont on donne le propre est pris en plusieurs sens, clarté. Il faut voir si le même terme a été plusieurs fois répété dans le propre. Il faut voir s'il a été donné dans le propre un terme tel qu'il soit un attribut universel. Pour la réfutation, il faut voir si l'adversaire a donné comme propre quelque chose qui ne suit pas toujours le sujet et parfois cesse d'être un propre. Car alors le propre n'aura pas été correctement indiqué. Pour réfuter, il faut voir si l'adversaire a donné la définition comme un propre, car alors le propre n'aura pas été correctement posé. Il ne faut pas que le propre exprime l'accusité. Voir si l'adversaire a donné le propre sans avoir eu soin de poser le sujet dans l'essence. Pour établir la thèse, il faut voir si on a posé dans son essence le sujet dont on donne le propre, et si ensuite on y a rattaché les autres termes. Alors le propre aura été correctement donné. Pour établir la thèse, il faut voir si le propre donné est vrai de tous les cas, voir si l'adversaire a donné le sujet comme un propre de ce qui est dit dans le sujet lui-même, car alors ce qui est posé comme propre ne sera pas un propre. La raison pour laquelle le sujet ne sera pas le propre de ce qui est contenu dans le sujet lui-même, c'est que le sujet a plusieurs prédicats différents. Il faut voir si on a bien donné comme propre du sujet ce qui est contenu dans le sujet. Il faut voir si l'attribut est nécessairement toujours contemporain de la chose. La condition du savant est désignée d'après la science, le fait d'être inébranlable par le raisonnement.
L'erreur vient de ce qu'on n'a pas déterminé comme on pose le propre. Il faut voir pour réfuter si le propre du composé n'est pas vrai de la partie ou si celui de la partie n'est pas affirmé du tout. Le propre opposé n'est pas un propre. Partir de la considération des opposés, puis des relatifs et enfin d'après la possession ou de la privation. Considérer les membres d'une même division, considérer les choses qui se comportent de façon semblable, ce n'est pas le propre de la prudence d'être la science du beau ou du laid, ni du honteux. Il faut porter son attention sur l'idée du sujet posé. Pour réfuter, il faut voir si l'adversaire a posé le propre au superlatif, car le propre posé n'est pas un propre. L'incorrection de la définition est quand on a employé un langage obscur. Pour définir, il faut se servir d'un langage clair. Ou quand on emploie une expression plus étendue qu'il le fallait. Tout ce qui est ajouté en sus dans la définition est superflu. Voir si l'adversaire se sert de termes inusités. Tout attribut universel ou commun à tous les êtres dans le même genre est inutile et superflu. La redondance. Un des éléments compris dans la définition appartient à toutes les choses tombant sous la même espèce. Voir si l'adversaire a répété plusieurs fois la même chose. Au sens absolu, il est préférable de faire connaître les choses postérieures par les choses antérieures. La différence doit être postérieure au genre, mais antérieure à l'espèce. Il faut voir si on a donné l'affection pour la différence, car toute affection en devenant plus intense défait la substance de la chose. Il est absolument impossible pour chaque chose d'exister indépendamment de sa différence propre. Si le pédestre n'est pas, il n'y aura pas d'homme. L'incertitude n'est pas un attribut des raisonnements contraires. Porter son attention sur toutes les périodes de temps et voir les discordances. Rapporter le terme à un devenir ou une action ne sont pas une fin. Ne pas omettre la quantité ni la qualité. Toujours diriger son attaque contre ce qui manque dans la définition. Dans le cas des désirs, voir si le mot apparent a été ajouté. On ne peut définir un état par sa privation. Exemple, inégalité. Quand le terme défini est une notion composée, il faut voir si la définition donnée est formée d'autant de membres que le défini. Examiner si, dans l'échange des mots, la signification n'est plus la même. Il faut voir si les parties périssent en même temps que le tout. Chaque remède pris à part est bon, mais administrés ensemble, ils sont mauvais. Si on ne peut pas s'attaquer à une définition dans sa totalité, s'attaquer à l'une de ses parties non correctement rendues. Le meilleur, le plus grand, doit être numériquement 1. Il est plus facile de tirer une seule conclusion que plusieurs. Pour réfuter une définition, il suffit d'argumenter contre une seule de ses parties, en détruire une seule. L'accident est plus facile à réfuter qu'à établir. Partir en dialectique de propositions éloignées. Formuler la proposition comme si on la formulait non pour elle-même, mais pour une autre chose. Éclairer la discussion en apportant des exemples et des comparaisons, plus de clarté. Se servir du syllogisme avec les dialecticiens et non pas avec le vulgaire. Ne pas porter d'interrogation sur la conclusion. Celui qui interroge sur une seule chose pendant longtemps n'est pas un bon enquêteur. Celui qui répond soutient la discussion. Celui qui raisonne correctement démontre la conclusion. Si la question est claire et simple, il faut répondre par oui ou par non. Celui qui répond doit se faire à lui-même toutes les objections. Est un mauvais partenaire celui qui met l'obstacle à l'œuvre commune. Un argument est faux quand il paraît conclure, tout en ne concluant pas en réalité. S'accoutumer à convertir les arguments, connaître à fond les arguments à employer. Il ne faut pas discuter avec tout le monde car le premier venu envenime toujours. Tenir des arguments tout prêts et tenter par tous les moyens d'arriver à la conclusion. Aristote, Organon 5, les topiques. Merci.